Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Mouane-Condé et Marielle Biogou. Au sommaire, News Africa, l'Afrique qui gagne, la rétro-cassette, suivi de l'Afrique autrement, et enfin, votre musique quiz. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir les filles. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et oui, vous voyez que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en présence de Monsieur Marc Ona. Monsieur Marc Ona, il faut le rappeler, qui est secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest, qui lutte pour la préservation de l'environnement, de la défense des populations locales et des peuples de la forêt. Rappelons également que Monsieur Ona a reçu le prix Goldman. Monsieur Ona, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau de Sunset. C'est vraiment un véritable privilège. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, Monsieur Ona, secrétaire exécutif de Brain Forest, effectivement de cette ONG. Mais Monsieur Ona nous parlera tout au long donc, de l'émission de la COP21, de ce fameux rendez-vous climatique. La COP21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, Le Bourget. On y reviendra tout à l'heure. Merci encore, Monsieur Ona. Alors les filles, ce début de week-end, qu'est-ce qui se profile pour vous? Ce sera tranquille à regarder la télé. Tu n'es pas drôle, toi. Et toi, Marielle? Je sais. Regarder des émissions, essayer de se détendre parce qu'on est un peu info. Et on va essayer de se détendre. Oui, il faut tout de même rappeler que Marielle Biogou est vraiment, oui, c'est une première à Sunset. Déjà, merci. Merci à vous. Et bienvenue. Merci. Bienvenue, beaucoup. oui, Marielle qui est journaliste donc à Canal 7. Alors, Marielle, il s'agit aujourd'hui dans News Africa de nous parler de cette application permettant le contrôle du processus électoral en Ouganda. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Roger. Alors, il s'agit, Oui. si tu me le permets, Bien sûr. j'avais terminé. Oui. Ok, d'accord. Il s'agit d'une application qui s'appelle Election Monitoring Mobile. D'accord. Alors, on est en Ouganda et c'est des jeunes informaticiens qui ont décidé de mettre en place cette application par rapport au contexte qui Très bien. sévit dans le Mais pays. de quoi qu'il en soit, on va lancer le sujet et on va rentrer plus dans les détails. Ça te va? Ça marche. On regarde. Électoral dans le pays. C'est en effet après avoir remarqué qu'en 2011, le processus électoral avait dégénéré en revendications et autres contestations que ces jeunes informaticiens ont décidé pour les futures échéances électorales de mettre en place ce système qui consistera pour tous les usagers, tous ceux qui auront la possibilité d'avoir cette application dans leur téléphone portable, de contrôler le processus électoral. Alors comment ça va se passer? Il s'agira pour les Ougandais de se rendre dans un bureau de vote lors du décompte des voix, d'enregistrer le président du bureau de vote et d'enregistrer sa voix, d'enregistrer le nombre de voix également du candidat, que ce soit le gagnant ou le perdant, en tout cas d'enregistrer le nombre de voix qu'un candidat va comporter. Et ensuite, il s'agira pour ces derniers de filmer le procès verbal et d'envoyer dans le serveur. Parce que tous les usagers, c'est un peu comme Facebook en fait, comme toute application, tous les usagers qui pourront avoir cette application sur leur téléphone portable pourront accéder à ces données que ces jeunes informaticiens ou ces usagers, parce qu'il ne s'agit pas que pour les informaticiens d'avoir accès à cette application, mais il s'agit pour ces derniers de mettre en place l'application et de permettre à la population en général de disposer de cette application. Donc toutes les personnes qui pourront avoir cette application pourront aller dans les bureaux de vote, comme je le disais tantôt, se rendre dans ces bureaux de vote, vérifier comment le processus électoral se passe, notamment le dépouillement des bulletins de vote et le décompte des voix, et envoyer au serveur et permettre à l'ensemble de la population, du moins à ceux qui ont accès à cette application, de pouvoir avoir en temps réel les données des résultats de vote. Ah oui, c'est une très belle initiative. Ouais. Alors, Monsieur Marc Ona, que pensez-vous de cette application? Je suis très impressionné. Vous savez, la technologie avance et c'est une application qui nécessite d'être vulgarisée dans beaucoup de pays, et surtout les pays francophones. Parce que vous savez, la question électorale a toujours été au cœur
toutes les polémiques, tous les conflits que nous avons enregistrés en Afrique. Et je pense que c'est une façon pour la population, pour le citoyen, d'avoir la même mise sur le processus électoral, le jour du vote, le jour du scrutin, et de pouvoir communiquer en temps réel les résultats. Et puis ça permet aussi, grâce à cette application, ça permet une véritable transparence. Exactement. Voilà. C'est en tout cas l'objectif visé par cette application-là. Et les informaticiens prévoient élargir cette application à l'ensemble du continent africain parce qu'on remarque qu'on ne passe pas une année sans qu'il n'y ait contestation à gauche, à droite. Récemment, on voit le cas en Guinée. Et déjà, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on va voter dimanche, mais on commence à voir comment les opposants commencent à se plaindre des différentes erreurs qui peuvent avoir été intégrées dans le processus électoral qui commence bien avant les élections, parce que le processus électoral, ce n'est pas qu'après, lors des résultats, lors du décompte des voix. Ça se fait déjà en amont. En amont, voilà. Alors, qui sont les concepteurs de cette application? C'est comme je le disais tantôt, c'est des jeunes informaticiens ougandais. Ouais. C'est des populations ougandaises qui ont regardé tout ce qui s'est passé. Ils ont essayé de regarder l'histoire de leur pays et ne voulant plus retomber dans ces travers-là, ils ont décidé de proposer à l'État ougandais cette application. D'accord. L'accès à Internet en Ouganda, parce que je n'ai pas l'information, donc je me permets de te la demander. Est-ce que l'accès à Internet et à cette application-là est vraiment vulgarisé au sein même de l'Ouganda? Il faut dire que l'Ouganda, c'est vrai, est un pays pauvre, comme beaucoup de pays en Afrique. Ouais. Mais je pense qu'il suffit d'avoir un téléphone portable, donc qui a, on appelle aujourd'hui les smartphones, qui a possibilité d'avoir Facebook, Twitter. Et je crois que ce qu'on vit en Ouganda, c'est ce que les populations vivent au Congo, c'est ce que les populations vivent à Libreville. On remarque qu'il y a une véritable pénétration de l'Internet sur le continent africain. Il y a une véritable pénétration de ces outils qui permettent d'avoir un accès à Internet. Donc je crois que là, le problème peut se poser pour les populations rurales parce que souvent elles sont en déphasage. Mais pour celles qui sont en zone urbaine, normalement ça devrait aller. D'accord. L'application a également été acceptée par la commission électorale, par l'État ougandais. Alors puisqu'ils sont encore en train de travailler là-dessus, je crois qu'ils travaillent de concert avec le gouvernement. Et donc, puisqu'il y a des élections, il y a des consultations électorales qui doivent se faire l'année prochaine, en 2016, ils devront, ces jeunes informaticiens devront donner au gouvernement, quitte au gouvernement d'accepter ou de refuser. Bon, j'ose espérer qu'on ne va pas avoir affaire à un bug. Comme ça peut, ça puisse passer ici et là. Effectivement, on espère parce que la technologie peut également avoir ses caprices et puis... N'est-ce pas? Non, mais en tout cas, on peut souhaiter, Monsieur Ona, on peut souhaiter que cette application puisse se vulgariser. Oui, ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est l'accessibilité. Je prends le cas du Gabon, nous avons un taux de 185% de téléphonie. Ouais. Téléphonie mobile. Pour ce qui concerne les zones rurales, je crois que quand on regarde par rapport à certains pays africains, le taux de pénétration est plus élevé parce qu'au Gabon, nous avons 4 opérateurs téléphoniques et chaque Gabonais se retrouve parfois avec 2, 3, 4 téléphones. Donc, on peut facilement avoir la même issue sur cette technologie et je pense que nous avons là la solution à tout type de contestation. Non seulement, le bug pourrait peut-être intervenir au niveau du serveur qui reçoit, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que par rapport à la présentation qui a été faite, il est possible de filmer, d'envoyer la photo au niveau du serveur en temps réel, il est possible d'enregistrer les vidéos, tout dépendra maintenant du taux, disons, du niveau de pénétration de l'Internet et surtout le débit. Oui, et moi c'est surtout après au niveau du dépouillement. Parce que voilà, et puis il faudra aussi un sacré débit. Parce que toutes ces informations au même moment, en temps réel. Le débit est peut-être le challenge. Parce qu'on peut facilement envoyer les textes, parce qu'il y a aussi les textos qu'on transfère facilement. Mais quand il s'agit d'envoyer des photos et des vidéos, là, ça commence à être beaucoup plus difficile. Un peu plus lent, même en général. Voilà, un peu plus lent. Ouais. Très bien. En tout cas, merci Marielle, tu restes avec nous. Alors, Monsieur Ona, connaissez-vous Songhai? Rien à voir avec l'Empire Songhai. L'Empire Songhai. Je connais Songhai parce qu'il y a de cela 3 ans, pendant que j'étais en mission à Paris, j'ai rencontré
des personnes, des jeunes, à l'intérieur il y avait des jeunes Gabonais qui se rendaient effectivement au Bénin. Au Bénin, c'est cette expérience qui a été développée par un pasteur. Oui. Un pasteur, c'était, je crois, un Nigérian d'origine américaine, quelque chose comme Exact. ça. Je vais le signifier tout à l'heure, oui, en effet. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a expérimenté, je crois qu'il est chimiste, c'est quelqu'un qui a expérimenté ce projet dans une petite ville. Le projet consiste tout simplement à transformer en, je disais, en cet adage qui dit « rien ne se perd, tout se transforme ». Exact. Rien ne se perd, tout se transforme. Il a voulu démontrer que ce soit les déchets qui sont issus des produits que nous consommons, que ce soit nos excréments, que ce soit nos urines, tout ce qu'on peut faire au quotidien peut être transformé pour améliorer la condition de vie des populations. Alors, comme vous le disiez, Monsieur Ona, Songhai, effectivement, le nom d'une ferme bio fondée en 1985 à Porto Novo au Bénin par un prêtre dominicain américain d'origine nigériane. C'est Père Godfrey Zamudjo. Son seul credo, c'est effectivement comment redonner espoir aux Africains en leur potentiel de réussite dans le développement local. On regarde, on revient tout de suite après. La ferme Songhai, reconnue par l'UNESCO comme un centre d'excellence pour l'Afrique en 2008, par la suite, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest l'a établie comme centre d'excellence pour les projets d'entrepreneuriat agricole de la CEDEAO, notamment pour la mise en œuvre d'un système de développement intégré. Ce système crée des liens dynamiques entre l'environnement, l'agriculture et la formation des jeunes. La ferme Songhai était à l'honneur de la première journée du Forum des associations environnementales à Libreville qui s'est déroulée les 15 et 16 octobre dernier dans la salle Jean-Louis Béraud de l'Institut français du Gabon. Godfrey Zamudjo, ingénieur en électronique américain d'origine nigériane, a mis en place il y a 30 ans un modèle de ville rurale à Porto Novo au Bénin. Fermes agricoles, cochonneries, rizières, pisciculture et autres activités se côtoient sur 25 hectares de terre dans une ambiance 100% bio. 30 ans après, son discours et surtout ses actes demeurent inchangés. Aujourd'hui, 17 fermes labellisées Songhai ont été implantées au Nigeria, en Sierra Leone et au Libéria, suivant le même modèle. Pour Songhai, la troisième révolution biologique est là. Et deuxièmement, développer les capacités intérieures pour canaliser, harmoniser ou bien valoriser ces capital environnemental pour créer des biens et services, une manière continuelle pour faire continuer face à les besoins et désirs, surtout au niveau des produits alimentaires. Fini la vision d'une Afrique pauvre, incapable de nourrir sa population, abonnée aux produits importés. Avec Songhai, c'est l'Afrique tout entière qui se relève, l'Afrique autrement. Pour nous, si on me dit de définir le développement, nous sommes dans la logique du développement quand, en dépit des difficultés qui viennent de nous, notre soi, nous pouvons amorcer les forces intérieures pour continuellement nous équiper pour résoudre le problème, pour créer des biens et services qui correspondent à nous. C'est ça le fait. Si on ne fait pas ça, nous sommes dans la logique de pauvreté. Donc ce que je présente aujourd'hui, c'est les Africains qui ont dit « on n'accepte pas cette médiocrité, on n'accepte pas qu'on nous traite comme ça, nous avons la capacité, nous avons la volonté de les transformer, de nous engager résolument pour canaliser ces possibilités et créer. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le résultat des Africains qui disent « trop c'est trop, on va le faire ». De retour sur le plateau Sunset, alors nous venons de voir donc ce reportage du père Godfrey Zamudjo. Et oui, monsieur développement, et oui, ce fameux dominicain. Alors, Rona. Oui, Rona, eh bien j'ai eu le plaisir de le rencontrer lors de le forum des associations environnementales qui s'est tenu à Libreville la semaine dernière. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais apporter à nos téléspectateurs aujourd'hui. D'accord. Leur servir comme ça sur le plateau de Sunset. Monsieur Godfrey Zamudjo, qui est le père fondateur de cette ferme
Songhai. Eh oui, il faut aussi rappeler que Songhai, c'est pas que ça. Songhai, c'est aussi bioproduction, c'est la bioproduction, produire sans épuiser les sols, ni détruire l'environnement, bien entendu. C'est la biotransformation, ce sont des questions qui vous parlent, Monsieur Ona, la mise en avant de la santé du consommateur. C'est aussi la bioconsommation, offrir des services de commercialisation et de consommation des produits locaux, notamment en mettant en place des postes de vente, des restaurants, des hébergements. Tout ça pour un seul objectif, éviter la fuite des capitaux. Donc ce sont des vraies questions, effectivement, qui touchent notre continent. Songhai, c'est le Songhai Leadership Academy. Donc c'est une sorte d'école, un centre de formation qui offre à de vrais leaders pour animer le mouvement et soutenir le développement de Songhai dans le monde. Ma chère Marie, tu es sensible à toutes ces questions d'environnement et autres. Bien sûr. Quel est ton sentiment par rapport à Songhai, ce centre? C'est de voir qu'au Bénin, on ne dort pas. Enfin, en Afrique, on ne dort pas, mais comparativement, parce que tout au long de ce reportage, je pensais à une interview que je fais, mais dans le cadre de Libreville. Comparativement à Libreville, moi, ça me fait un peu mal de voir qu'ici, on a du mal à aller vers ces transformations du déchet, vers ce traitement du déchet. À Libreville, vous savez, ce n'est pas pour vendre une mauvaise image de la ville. Non, il y a des efforts qui sont consentis là-dessus. Déjà, avec la nouvelle société à Verdun, hein, on remarque que la ville est assez plus clean. Mais je crois qu'au niveau de notre décharge publique à Mindoubé, là-bas, si on avait cet effort de transformation après, les populations environnantes, par exemple, souffriraient moins parce que c'est quand même assez toxique du côté de Mindoubé. Exactement, parce que c'est bien, les rues sont de plus en plus propres, c'est déjà une bonne chose. Oui. Mais à côté de ça, qu'en est-il du recyclage? Qu'en pensez-vous, Monsieur Ona? Ce reportage m'a beaucoup touché parce que je réalise tout simplement que des initiatives, on en a, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Pourquoi on n'arrive pas à les concrétiser? Tout simplement parce que non seulement on n'a pas de vision quand on se lance dans un projet, et en plus, on a du mal à être appuyé par ceux qui sont prêts à appuyer. L'exemple qu'on vient de regarder nous prouve à suffisance qu'avec un peu d'appui et une bonne volonté, ce ne sont pas des volontés qui manquent, mais ce sont des appuis. J'ai toujours pensé que le déchet, ce n'est pas de la calamité, au contraire, le déchet, c'est une richesse. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois qu'on peut créer rien qu'avec les déchets. Bien sûr. Créer, parce que... Imaginer, mais ce n'est pas pour vous couper, c'est pour vous dire exactement que Songhai est l'exemple même, le modèle type pour dire que tout est possible. Tout est possible. Surtout pour l'Afrique. Il a commencé en Afrique. Et c'est un modèle qui est en train de s'exporter. Exactement. Il y a 16 représentations déjà au niveau de l'Afrique. Donc, des personnes qui ont reconnu cet exploit-là, dont l'UNESCO en 2008 exact. Et la CEDEAO également en 2009. Ouais. Et il a commencé avec une petite parcelle, hein, mine de rien. Ils en sont maintenant à 24 hectares. À 24 hectares, exactement. Donc, c'est pas rien. Il y a plusieurs éléments qui interviennent dans le projet Songhai. J'ai l'habitude de dire que tout ce que nous avons comme pathologie, en Afrique particulièrement et surtout au Gabon, se retrouve dans nos assiettes. Nos maladies sont dans nos assiettes. Exact. Quand vous consommez à Libreville des légumes et que vous essayez d'aller voir exactement comment sont produits ces légumes, ben vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous empoisonner. Exactement. Tout simplement parce que la culture n'est plus naturelle. L'engrais chimique a remplacé ce que nos mamans faisaient tous les jours, c'est-à-dire on jette les ordures derrière la maison, ces ordures se transforment en compost et c'est ce compost qui fait pousser nos aliments. Or, aujourd'hui, des déchets biodégradables sont en train de disparaître. Mais nous sommes capables, au niveau des grandes métropoles en Afrique, nous sommes capables de transformer ce que nous consommons, ce que nous jetons derrière, on est capable de les transformer en compost pour que ce compost serve d'engrais à tout ce que nous consommons. Mais nous ne franchissons pas ce pas parce qu'on aime la facilité. Nous aimons la facilité. Quand on a consommé, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter. Quand on est allé aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On tire la chasse. Bien sûr. Et les fosses septiques ne servent à rien du tout que venir... on va venir les vider et aller jeter quelque part. Or, on ne peut pas imaginer ce que contiennent ces fosses septiques en termes de nourriture pour le sol, pour la terre. Exactement. Exactement.
Alors, nous allons aborder encore toutes ces questions avec M. Ona, Marc Ona, qui, je le rappelle, est secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Mais en attendant, nous allons nous intéresser, je ne sais pas, y a-t-il des férus de cinéma? Je dirais même plus de séries, pardon, de séries. Ouais, voilà. Des séries télé, bien sûr. Séries télé? Bah oui. Oui, laquelle, par exemple? Escroquerie. Et toi? Tu l'as dit tout à l'heure, je suis très ennuyeuse, c'est pour dire... Non, quand même. Oui, il y a des séries phares, tout de même. Ah oui, Oui. il y a une série qui passe actuellement sur Canal 7 Télévision que je regarde, que je prends plaisir à regarder tout de même. Ça, c'est bien. T'auras des sucettes, c'est super, ça. Magnifique. Canal 7, c'est normal. Beau jeu. Voilà. Et vous, monsieur Ona? Je ne suis pas très cinéma, je suis très télé, mais pour regarder les documentaires très intéressants. D'accord. Science et vie ou Planète. Très bien. Et on comprend pourquoi. Voilà. Alors là, pour le coup, il y a une série qui passe sur nos antennes, et on ne va pas bouder notre plaisir, Aimer malgré lui. Et oui, Aimer malgré lui, c'est un film donc de la cinéaste de nationalité centrafricano-sénégalaise, Abi Touré, réalisé par Didier Denga. Aimer malgré lui, c'est très simple. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se sont aimés sans savoir qu'ils sont parents. Waouh! Non. Ça a dû arriver à un bon nombre de personnes, n'est-ce pas? Non, mais c'est normal, hein, parce que les familles africaines aujourd'hui ne s'entendent plus, ne se côtoient plus, ne travaillent, ne vivent plus ensemble, donc c'est normal qu'il y ait s'occidentalise. Voilà, c'est normal qu'il y ait ce décalage et ce genre de cas. Hein. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas. Justement, sa sonnette d'alarme qui a justement tiré la réalisatrice et scénariste Abi Touré en disant que les familles se sont séparées. Et oui, et donc effectivement, les enfants ne s'entendent pas, ne se connaissent pas, donc c'est un peu embêtant. Et dans cette série, il y a celui qu'on ne présente plus, Serge Abessolo, humoriste, chansonnier, acteur, et oui, qui a joué notamment dans L'ombre de Liberty en 2005, Les couilles de l'éléphant, film de Henri-Joseph Koumba, Bididi en 2001, et Le mec idéal en 2009, réalisé par le réalisateur ivoirien Howell Brown. On regarde, on revient tout de suite après. Lynchage, pillage, après les violences des derniers jours à Bangui, la confiance est totalement rompue entre chrétiens et musulmans. Titre de l'actualité, la situation en Centrafrique, les massacres interreligieux ont fait près de 400 morts. Ces derniers jours, l'armée française continue à se déployer, les soldats sont... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quoi qu'il arrive, on savait qu'on ne la retrouverait pas en 2 minutes. Dodo! Je connais un petit qui peut nous aider, venez, on y va. Laissez faire les autorités! Non! On n'arrêtera pas. On va pas rester là alors que l'une de nôtres est prisonnière quelque part. Ce cauchemar doit s'arrêter et il prend fin aujourd'hui. Les gens ne se lèvent pas un matin comme ça pour aller assassiner leurs voisins juste parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Les musulmans allaient fêter la Noël avec les chrétiens allaient fêter l'Aïd avec les musulmans, et ça se passait bien, ça s'est toujours bien passé. Il faut arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air essoufflé. Il se passe que nos frères sont en train de s'entretuer. Bah alors pourquoi personne ne fait rien? Mais personne n'a jamais le contrôle sur personne. Je suis Pierre Lenoir, le serviteur de ses frères, on ne l'oublie pas. On a une urgence. Parfois j'ai l'impression d'être aux portes de l'enfer. On accueille de plus en plus de personnes. Il y en a qui demandent même à mourir. Je voulais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. Bah, c'est pas très grave, de toute façon j'avais pas beaucoup d'infos à leur donner. Hein. Bah, je sais pas trop quoi dire. Je pense que... des fois, y a pas grand chose à dire. T'es complètement folle et t'es à côté de la plaque. Et si tu t'es encore fait larguer, c'est ça? Je t'ai toujours dit que Jack et moi c'est pour la vie. Do you feel? Oh, puis comme quand. Quand est-ce que tu vas lui dire la vérité à mon père? La vérité à propos de quoi? Arrête ça. Les dis pas avec moi. Je sais qui tu es réellement maintenant. Et je demande la garde exclusive de Dodo, Cass et Brianna. Je crois que tu ne te rends pas très bien compte, Eva. La garde exclusive ne te sera jamais accordée. Tu entends? Jamais. C'est quoi les dernières infos? Tu me donnes quoi en échange? Je te fous la paix. J'ai déjà ma paix. Maître Dameda? Lindsay, Qu'est-ce que tu veux? tu me dois des excuses. Je crois que t'en as assez fait comme ça. Je crois que ça te concerne pas. Moi, je serais toi, je la ramènerais pas. Qu'est-ce que tu vas me faire?
tu récoltes ce que tu as sémé. De retour sur le plateau Sunset, alors comme vous pouvez voir, Aimer malgré lui, donc série sur les antennes de Canal 7. Vous pouvez retrouver cette série tous les mercredis à partir de 22h17 sur les antennes de Canal 7. Sachez également que cette série a été tournée entre Paris et Bangui. Je pense que M. Ona va s'y mettre, il va regarder effectivement cette série 22h17. Vous êtes un couche-tard, M. Ona, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, nous sommes toujours en présence de M. Ona, je le disais tantôt, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest, qui lutte pour la défense et la préservation de l'environnement, des populations locales et des peuples de forêt. M. Ona a reçu le prix Goldman. Il est avec nous pour nous parler de la COP21, ce rendez-vous climatique. On va en parler, on lance ce sujet, on revient tout de suite après. En amont de la 21e conférence sur le climat organisée par l'ONU qui aura lieu à Paris en décembre, au Gabon, le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France, l'Institut français et ses partenaires ont organisé du 15 au 16 octobre le Forum des associations environnementales. Un événement majeur du programme 300 jours de mobilisation pour comprendre les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Forum des associations environnementales qui nous réunit aujourd'hui est l'événement majeur de ce programme pour le dernier trimestre 2015. Ces 2 jours d'échange et de réflexion ont pour objectif de favoriser le débat entre organisations non gouvernementales, de développer les synergies entre acteurs, ONG locales, organisations internationales non gouvernementales, partenaires institutionnels, de mutualiser les bonnes pratiques en matière de gestion de projets environnementaux, d'informer sur les financements ouverts aux associations environnementales tant gabonaises que santoméennes, et enfin, rappeler l'importance de la société civile dans les processus de négociation internationale, point que j'abordais en début d'intervention, que ce soit la COP21 ou le Forum international de l'eau. Pour répondre à cette ambition programme, ce sont 3 ateliers thématiques complémentaires et 2 tables rondes en séance plénière qui se tiendront d'ici demain soir. Donc un programme très chargé et très dense qui vous a été préparé. C'est en tout 50 associations gabonaises et 3 de Sao Tomé et Principe qui ont pris une part active à ce rendez-vous pour s'informer et se former sur l'enjeu mondial que représente la COP21 et ce qui sera fait à Paris. Les 196 États vont se réunir. Alors quand on dit 196 États, en vérité c'est 195 plus l'Union européenne qui compte pour une partie. Ces 195 plus 196 États vont être sur ce site qui, au niveau de la surface totale, va recouvrir à peu près 16 hectares. Vous voyez au niveau des petits bâtiments qui sont colorés vert, jaune, blanc, tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça va être construit d'ici le début de la COP 21 qui va commencer le 29 novembre et à la fin de la COP 21 qui va se finir le 11 décembre. Tout ça, ça sera démonté et ça servira à reconstruire des logements sociaux. Tous ensemble pour le climat, le rendez-vous est donc pris à partir du 30 novembre au Bourget qui accueillera entre 40 et 50 000 personnes. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en présence de M. Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Alors M. Ona, nous vous avons fait venir, merci encore d'être sur le plateau de Sunset, pour nous parler de ce grand rendez-vous climatique qu'est COP21. Alors c'est quoi la COP21? Parce que pour le coup, il faudrait nous édifier sur la COP21. On en parle tellement, on parle d'environnement, de changement climatique. Qu'est-ce que la COP21? Je voudrais d'abord faire une petite observation. Ouais. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'au Gabon, on parle de ce grand événement qui se déroule, qui a démarré à la conférence de Rio en 1992. Voilà. Et on en parle beaucoup au Gabon tout simplement parce que c'est la France qui l'organise. Et je ne suis pas contre ce fait. Sauf qu'on dit COP 21, mais que veut dire COP 21? C'est quoi COP? Pourquoi 21? Oui, 21 parce que c'est le 21e pays, c'est bien ça? Non. Pas du tout. Pourquoi COP? La 21e conférence, je pense. Voilà. COP d'abord. Il faut expliquer les choses en français très facile. C'est la conférence des parties.
conférence des parties. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une conférence. C'est une conférence. Voilà, c'est à préciser. Alors, ouais. c'est l'équivalent de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais pour des questions purement climatiques. Il y a eu COP1 à Rio, et puis COP2, COP3, COP machin. Nous sommes à COP21. Voilà, la COP20 s'est tenue donc à Lima, au Pérou. Et nous sommes à COP21. Ça veut dire la conférence des parties sur les changements climatiques numéro 21, qui se déroule cette année en France. Cette précision est un détail parce que beaucoup en parlent, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Le deuxième élément, c'est les parties, ceux qui prennent part à cette conférence, ce sont des États signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce sont ces pays-là qui prennent part à cette conférence. Ça veut dire qu'il y a des pays qui n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, qui ne prendront pas part à cette conférence, qui peuvent être là comme des observateurs. Vous avez une bonne partie de la société civile qui joue un grand rôle, parce que j'ai pris part à presque tous les COP, et en marge de cette conférence, il y a des manifestations spécifiquement dédiées à la société civile, surtout des grandes manifestations, des grandes marches. Je me rappelle encore à Copenhague, nous avons organisé sous 40 degrés une marche pacifique pour dénoncer le manque d'accords. Le non-respect, finalement, des accords. Ce n'est même pas le non-respect, c'est le manque de signature d'un accord contraignant. D'accord. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de réfléchir sur des phénomènes, sur des solutions qui visent à ce que notre planète ne fonce pas dans un mur. Ça veut dire quoi? C'est quoi les changements climatiques? Ça aussi, il faut expliquer à la population. Oui, ça, on va y revenir. Mais alors, pour le coup, ça va sans doute aller aborder dans votre sens. Alors, quels sont les défis à relever face à ce réchauffement climatique? Parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. Voilà. Surtout pour le continent africain. Mais c'est quoi d'abord le réchauffement climatique? Voilà, je crois qu'il y a des termes qui sont balancés, mais beaucoup, surtout l'homme de la rue, le citoyen lambda, ne sait même pas exactement ce que c'est. Je suis arrivé ici, il pleut. Nous sommes au mois d'octobre. Oui, il doit pleuvoir au mois d'octobre, conformément aux 4 saisons que nous avons identifiées dans notre sous-région. Nous sommes en période de petite saison des pluies. Normalement, il doit pleuvoir. Alors, s'il ne pleut pas à cette période, ça veut dire qu'il y a un dérèglement au niveau du climat. Il y a quelque chose qui va pas. Ce dérèglement est dû à quoi? C'est l'homme qui est au centre de tous ces dérèglements. C'est les activités humaines qui sont à l'origine. Nous, au Sud, nous avons tendance à indexer les pays occidentaux qui sont lancés dans une industrialisation à outrance sans pour autant respecter certaines conditions. Par exemple, l'industrialisation provoque ce qu'on appelle la destruction de la couche d'ozone. Comment l'industrialisation provoque la destruction de la couche d'ozone? Il faut partir du principe que nous avons 2 éléments. Nous respirons le gaz, l'oxygène, et nous rejetons le CO2, le gaz carbonique. Dioxyde de carbone. Quand, par exemple, vous brûlez, ou bien quand vous roulez avec votre véhicule, quand des usines dégagent les gaz, c'est le gaz carbonique en quantité, mais qui est un gaz qui va toucher la couche d'ozone. C'est cette couche d'ozone-là qui fait en sorte que le soleil ne nous atteigne pas de manière douce. C'est-à-dire que c'est protégé. Nos écosystèmes sont protégés par la couche d'ozone afin que les rayons solaires ne puissent pas nous atteindre de manière directe. Alors là, pour le coup, elle est en train de se fragiliser. Donc, si on détruit cette couche d'ozone, le soleil va nous atteindre de manière directe avec toutes les conséquences que cela comporte, et pour nous les humains, et pour les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes en termes de forêt, c'est-à-dire les forêts, les animaux, les oiseaux et autres, et le sol. Donc, c'est pour éviter cette destruction qui a des conséquences énormes, inimaginables, qu'on essaye de dire à ces Occidentaux qui évacuent ce dioxyde de carbone dans l'air. Écoutez, essayez d'adopter des comportements qui fassent en sorte que vous ne dégagiez pas autant de gaz carbonique. Par exemple, le véhicule
les véhicules qui fonctionnent avec du diesel, ces véhicules sont en train de disparaître en Occident parce qu'on ne voudrait plus avoir autant de véhicules qui polluent. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a même des véhicules hybrides. Donc il y a déjà... C'est pour ça qu'il y a des véhicules hybrides, sauf que l'Afrique est devenue ce type de poubelle. Ça, c'est une digression. Donc, l'Asie, avec la Chine, les États-Unis, qui sont des grands concurrents dans cette course à l'industrialisation, ce sont ces deux pays qui sont au centre des grandes négociations. La Chine dit, écoutez, vous les Américains, vous vous êtes développés, maintenant, nous, on essaie d'atteindre votre niveau d'industrialisation et vous nous empêchez de faire exactement la même chose. Vous avez pollué, vous avez transformé, vous avez des usines qui polluent, mais nous, on fait la même chose pour atteindre votre niveau. Et les Américains disent, écoutez, nous, on va stopper, vous aussi stoppez. Les grands enjeux sont à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'Afrique, c'est surtout la préservation de nos écosystèmes forestiers. Oui, oui. Nous avons deux poumons de la planète, l'Amazonie et les forêts du bassin du Congo. Ces forêts constituent pour l'humanité les poumons, c'est-à-dire la forêt a une influence capitale sur ces échanges. Parce que quand la forêt respire, quand les arbres respirent, ces arbres respirent notre gaz carbonique et rejettent l'oxygène. C'est important, c'est bon à savoir. Oui, oui. Parce que dans nos pays, quand vous regardez tout ce qui est en train de se faire comme déforestation, juste pour en sortir le bois pour fabriquer ces meubles, ils ne savent pas, les Africains ne savent pas exactement que on est en train de faire exactement ce que les Occidentaux ont fait. Eux, ils ont pollué avec les industries. Avec les industries. Nous, on est en train de polluer en coupant tout ce que nous avons comme couvert végétal. La conséquence, c'est l'avancée du climat. La conséquence, c'est la disparition des espèces phares. Bien sûr. Les espèces, par exemple, les espèces animales, comme les espèces végétales. La conséquence, c'est la paupérisation du sol qui nous permet de faire pousser nos aliments. La conséquence, c'est la vie qui va disparaître petit à petit. Donc, pour que l'humanité n'atteigne pas ce niveau zéro de la cupidité, il faut absolument réagir. Rona, tu voulais intervenir? Alors, peut-on espérer que l'Afrique puisse, lors de cette conférence, être une force de proposition? L'Afrique, la seule force de proposition que l'Afrique puisse avoir, c'est d'affronter les multinationales qui ont trouvé en Afrique une source de... Oui, un véritable vivier. Voilà, c'est un vivier, pour les industries extractives, pour le bois. Vous savez, pour un produit aussi trivial que le bois, on est en train de foutre en l'air toute une pharmacie mondiale. Les molécules qui servent à guérir certaines pathologies proviennent des arbres qui sont dans nos forêts. Exact, oui. Ah ouais. Et l'Afrique aujourd'hui, je peux vous dire par exemple, nos forêts gabonaises connaissent des expéditions par centaines par an. Des expéditions pour récolter des molécules, et ces molécules dont pour la plupart, vous avez les prix Nobel de la médecine par exemple, beaucoup de molécules qui proviennent du Gabon fassent en sorte que certains deviennent Nobel médecine. Mais on ne le sait pas. Je vous prends le cas de la résine de Koumé. Est-ce que vous savez que le simple produit résine de Koumé, vous savez ce que les grands parfumiers du monde, Yves Saint Laurent, eh bien, pour ne pas faire leur publicité. Il faut en citer deux autres encore. Sinon, on aura un procès. Jean-Paul Gaultier, très bien. Là, on va. Allez, c'est fait. Ce qu'ils font, ils viennent retirer. Ici, on vend la résine de Koumé à ces grands-là pour fabriquer les parfums que nous adorons. En Asie, par exemple, l'encens, c'est à base de la résine de Koumé et bien d'autres. Rien que pour recueillir la résine de Koumé. Je me rappelle en 2000, un grand ami à moi, Francis Allais, me disait, Marc, est-ce que vous savez que rien qu'avec la résine de Koumé, on peut arrêter de couper la forêt gabonaise, rien qu'en vendant la résine de Koumé. À l'époque, nous étions en 2000, 1 kg de résine de Koumé coûtait 175 000 francs auprès de ces grands. C'est pour vous montrer qu'on peut ne pas couper nos forêts,
mais vivre, de l'écosystème, c'est-à-dire du tourisme, vivre de ces molécules qui sont prélevées pour fabriquer des médicaments, vivre des produits forestiers non ligneux. Voilà, ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, ce sont des produits que je suis né au village. Vous ne pouvez pas imaginer quand je suis dans mon village comment je... C'est jouissif d'aller consommer un avocat qui tombe à peine, que vous déposez et vous consommez tout de suite. Oui. Et une banane qui pousse de manière naturelle avec pas d'engrais chimiques, rien qu'avec le fumier, a un goût différent que celui, que la banane qu'on va produire avec... Exactement. Marielle, tu voulais peut-être intervenir? Effectivement, on a beaucoup entendu parler de Copenhague en 2009 et j'ai l'impression que ça se répète aujourd'hui en 2015. Quelles sont les garanties que les États ou que la société civile, en tout cas que les partis, ont pris pour que cette COP21 ne soit pas comme un rendez-vous manqué? La semaine dernière, il y a eu une réunion à Berlin pour que la France essaie de tout faire pour arracher un accord contraignant entre la Chine et les États-Unis. Il faut arracher un accord. Parce que ce sont ces deux-là qui polluent. Personne ne veut faire des concessions. Ce que la France est en train de faire aujourd'hui, c'est d'arracher quelque chose, un accord au niveau de Paris en décembre. Et si elle n'y parvient pas? Mais s'il ne parvient pas, c'est le retour à la case départ. Ça veut dire que ce type de rencontre sert toujours à... Donc là, on va aller jusqu'à combien de COP? Voilà, combien de COP? C'est ça la vraie question. Parce que pour le coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP 21, finalement? Déjà, l'Afrique, les enjeux, parce qu'il y a véritablement des enjeux. Qu'est-ce qu'on peut attendre, finalement, de cette COP 21? Parce qu'il y aura beaucoup. Ils sont au nombre de quoi? Attendez... 20 000 représentants et observateurs seront au rendez-vous, du monde entier, seront au rendez-vous lors de cette conférence pour le réchauffement climatique. Mais ce ne sont pas ces 20 000 qui vont décider de quoi que ce soit. Oui, ça je comprends bien, c'est les mêmes qui décident, mais ce sont les mêmes qui polluent. C'est un petit groupe qui va décider pour tout le monde. Et le problème des Africains, c'est que chacun veut jouer sa partition. J'ai ici avec moi la proposition du Gabon sur la proposition que le Gabon va faire au COP21, oui. Ce sont des grands principes. Ce sont des grands principes. Hein, c'est beau à lire, c'est beau à entendre. Mais est-ce qu'on peut avoir quelques lignes, monsieur Ona? Mais les quelques lignes, c'est quoi? C'est l'adoption d'une nouvelle loi forestière, c'est le plan... c'est la énième loi, finalement. C'est la énième loi. Parce que pour le coup, on a quand même une forêt assez riche. Le plan d'affectation des terres, le phénomène de torchage qu'on a cessé, et bien d'autres, des énergies renouvelables et autres. Bon, sauf que quand on a écrit ce genre de bonnes intentions, il faut les appliquer sur le terrain. Oui, mais justement, à ce propos, c'est vrai, on a des mesures, apparemment on va, lors de cette conférence, apporter des idées, en tout cas ce que l'on souhaite. Mais pourquoi on a du mal à aller vers les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, par exemple? Mais c'est pour ça que je parle des bonnes intentions. Vous avez des bonnes intentions, on parle d'énergie renouvelable. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, au Gabon, qu'est-ce qui nous empêche de faire la promotion, par exemple, des panneaux solaires pour s'éclairer? Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place des micro-barrages? Des micro-barrages, ce n'est pas des barrages comme Kingele, comme Poubara, mais c'est des micro-barrages. Ça veut dire que nous avons un taux d'hydrographie supérieur à la normale. Il pleut au Gabon presque 12 mois sur 12. Derrière chaque maison, dans nos villages, il y a au moins une petite rivière qui coule, sinon des fleuves. Mais pourquoi ne pas alimenter ces villages avec des micro-barrages qui ont fait leur succès dans certains pays européens, par exemple la Suisse? C'est des petits barrages qui tiennent sur rien du tout. Il suffit tout simplement d'avoir une dénivellation pour créer une chute. Et la turbine tourne en dessous et vous pouvez alimenter 2, 3, 4, 5 maisons. Mais je pense que même en Afrique du Sud, ils le font aussi. Absolument rien du tout. Bien sûr. Et puis les constructions des maisons en bois. Oui. Ils le font, me semble-t-il, dans certains pays scandinaves. La Finlande, en l'occurrence. Je vais vous surprendre. Nous sommes un pays de bois. Mais nous n'avons pas de maisons en bois ici. Nous avons des maisons en planche. C'est un véritable paradoxe. C'est bizarre. Les maisons en planche, une maison en planche est différente d'une maison en bois. Oui, oui. Or, moi j'ai visité les États-Unis, j'ai visité l'Australie, je suis allé en Europe du Nord. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir le type de maisons en bois qui sont millénaires. Je suis allé à San Francisco. Presque toute la ville de San Francisco est construite en bois. Pourquoi un pays comme le Gabon,
qui produit le bois et dont les essences les plus prisées dans le monde sont récoltées ici. Je vous parle par exemple du Kevazingo, de l'Idika ou bien de l'Ébène, tout c'est ici au Gabon. Oui, oui. De l'Okoumé par exemple. L'Okoumé, bien sûr. Mais on n'arrive pas. Le Padouk. Le Padouk. Oui, on n'arrive pas à nous produire des maisons en bois qui reviendraient beaucoup moins cher que ce que nous sommes en train de construire et qui sont beaucoup plus écologiques. Beaucoup plus écologiques. Voilà. Ouais. Mais, bien sûr, on est en contradiction parce qu'on va dire, voilà, on va détruire la forêt pour construire ces maisons. Mais il y a ce qu'on appelle l'exploitation forestière rationnelle. Le code forestier du Gabon, l'ancien, pas le nouveau qui est en train d'être mis en place, on a mis à l'intérieur des dispositions qui font en sorte que l'exploitation forestière au Gabon soit une exploitation à visage humain, avec les plans d'aménagement forestier, avec un système qui fait en sorte que la forêt se renouvelle par cycle. Sauf que face à ces textes, nous sommes face à une exploitation anarchique avec des permis qui n'existent pas, avec des exploitants illégaux qui sont encouragés par les gens du sommet. Donc, vous avez d'un côté les bonnes intentions, de l'autre la pratique. Ça, c'est le premier phénomène. L'autre phénomène, c'est l'attribution des permis pour les monocultures. Vous ne pouvez pas, dans un pays comme le Gabon, après avoir vécu ce qu'on a vécu en Indonésie avec les palmiers à huile qui ont détruit tout un pays, qui ont appauvri les sols, les vieilles cultures, le palmier à huile, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un pays pour détruire les écosystèmes. Mais en tout cas, on veillera. En tout cas, je pense que toutes les mesures vont être prises. En tout cas, rendez-vous le 25, le 30 novembre, du 30 novembre au 11 décembre, donc à Paris, le Bourget. Donc un accord contraignant entre les États-Unis et la Chine voudrait dire, attention, chacun fait des concessions. Mais pour l'Afrique, il faudrait que nos dirigeants arrêtent non seulement de céder nos forêts. Bien sûr, on doit être plutôt en position de force. Revenir à une exploitation rationnelle. Et raisonnable. Et raisonnable de notre forêt. Très bien. C'est ce qui attend la COP21. Bah alors rendez-vous à COP21 donc à Paris. Merci. Donc COP21 du 30 novembre au 11 décembre à Paris, le Bourget. Merci encore Monsieur Ona, vous restez avec nous. Et on va passer effectivement à Music Quiz. Et oui, de retour sur le plateau de Sunset, le Music Quiz. On va expliquer les règles du jeu, hein, Fiona, pour toi aussi. Bah oui. C'est très simple, vous allez entendre donc une musique qui va retentir. À vous donc de deviner qui est le chanteur, non pas l'auteur, le chanteur ou la musique. Voilà, c'est très simple. Ah, non, il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelqu'un. Alors j'ai besoin d'un joueur qui je vois, Ben Coco. Ben Coco, Monsieur Lumière, il a un micro, c'est formidable. Bonsoir Ben. Bonsoir Roger, bonsoir Monsieur Ona. Voilà. Bonsoir Ben. Magnifique. Donc, c'est l'équipe de Monsieur Ona et de Marielle face à l'équipe de Rona et de Ben Coco. Je pense qu'on peut... ça va être marrant ça. On peut commencer, on y va? Merci. Tout le monde est prêt? L'équipe donc de Rona et de Ben Coco face à l'équipe de Marielle et de Monsieur Marc Ona. Est-ce que la régie... Ah, c'est parti. Il faut taper, hein. Si vous connaissez... Il faut taper sur la table. Mais ne cassez pas la table. Le Père Noël, vous le descend. Comment? Booba, très bonne réponse. Bravo. Là, on a une Rona très en forme pour la nouvelle saison. Donc, 1 pour l'équipe de Rona et de Ben. Ah, ça y est, ça va commencer. À 0. Ah oui, ça a commencé. Eh oui. N'hésitez pas à taper, déjà, pas trop fort, s'il vous plaît. Okay. Deuxième titre. Super, monsieur. Doku, arrête. Non, c'est pas Doku. Ah, ça. Ah non, c'est pas Doku. Non, non. Baponga. Non, pas Baponga. Il serait content. Non, non, non. C'est pas Doku. Non, non, c'est non, il chante avec Doku. Bon, on peut peut-être le prendre. Bon, on va dire Doku. Ok, on va dire Doku, mais c'est Lino qui chante. Il est en featuring avec Doku, mais j'accepte. Voilà. 2 à 0. 0 plus 0 égale la tête à... Toto, ne répondez pas tous en même temps. Surtout pas vous qui avez 0. Surtout pas. Ça n'a aucun sens.
Troisième titre, on est en Afrique. DJ Arafat. Oh, magnifique, ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. DJ Arafat, Bobolor. 3-0, quatrième titre. Nous sommes champions. Par ici la coupe, hein. Par ici la coupe, s'il vous plaît. Par ici la coupe. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah non, vous aussi, Maître Gims. Oh, magnifique. Elle est en pleine forme. Mais dites-moi. Non, franchement, ça m'étonne. Hein. J'ai une petite sœur. Nick sort de ce corps. Maître Gims, est-ce que tu m'aimes? Magnifique. On est à quoi? 4-0? Ah ben non, ils ont vu les réponses. Oh my God. Ou quoi? Non, du tout. Non, c'est pas... J'ai une petite sœur qui adore la musique et j'écoute la musique rien qu'à travers elle. Très bien, C'est magnifique. étonnant. Cinquième titre. Ah, il y a Marielle qui est là. C'est Bah ouais, j'avais envie de dire Ariel T. Allez, j'accepte. Elle a dit Marielle. Ariel T, très bonne. Oh mon Dieu. On a échappé. On a échappé vraiment. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Voilà, c'est quand je passe dans le taxi, j'écoute que... Très bien. Dieu est grand, bravo encore. 4-1. Tu sauves l'honneur, c'est bien. Monsieur Ona. Sixième titre. Vous connaissez tous. C'est Beno. Oh, magnifique. C'est l'équipe qui gagne. Le dernier titre, ça c'est... Bon, ça c'est... Voilà. Les femmes l'adorent. Claude surtout. Fali Poupa. Oh, magnifique. Magnifique. Bon, il fallait peut-être avoir des titres sur l'environnement. Bon, Bravo, donc c'est l'équipe de Rona et de Ben Coco qui l'emporte. Donc 6-1. Voilà, bon, vous avez sauvé les meubles, c'est l'essentiel, on peut encore vous applaudir. Bravo, bravo, bravo. Alors, j'entends le son de la semaine. Et oui, c'est le temps pour moi d'adresser un grand merci à notre invité, Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Merci à Rona et Marielle, merci également à Ben Coco de s'être prêté au jeu, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Chazan dans la réalisation, merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. À la semaine prochaine. Merci encore, monsieur Ona. Ne te laisse pas emporter. Sèche tes larmes et retiens-toi. Un jour, je t'en supplie,